bouquet chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Trois membres de la Commission électorale nationale indépendante des Comores ainsi que le président de cette commission sont en détention préventive. Un culte œcuménique a eu lieu ce jour à Soumaman, culte où toutes les églises ont pris part tout en réitérant les revendications de la population locale. Haïti, où l'épidémie du choléra menace des milliers de personnes suite au passage de l'ouragan Matthew, l'aide humanitaire tarde à arriver dans les zones les plus reculées de l'île. Leurs habitants n'ont plus rien, ils sont obligés de boire de l'eau souillée pour ne pas mourir de soif. Osez être la plus belle. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une ce soir, 3 membres de la Commission électorale nationale indépendante des Comores ainsi que le président de cette commission sont en détention préventive. Ils sont suspectés avoir détourné 300 000 € suite à un audit effectué sur place par la Cour des comptes. Ce cas peut servir d'exemple à Madagascar si le pays veut réellement devenir un état de droit. Reportage. Samedi dernier, le docteur Djaza, président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante des Comores, le secrétaire général ainsi que 2 commissaires électoraux ont été placés en détention préventive suite à un audit effectué par la Cour des comptes. Celle-ci a fait ressortir la disparition de 153 millions de francs comoriens, soit 306 000 € de la caisse de la CENI des Comores après les élections législatives de 2015. Selon les informations disponibles, le gouvernement est prêt à poursuivre les investigations. La justice comorienne a affirmé que quiconque a détourné des fonds publics ne peut bénéficier d'aucune sorte de protection. En d'autres termes, les Comores s'acheminent bel et bien vers la mise en place d'un véritable état de droit où nul ne peut jouir d'une quelconque impunité, quelles que soient ses fonctions ou ses responsabilités. Ce cas de cette toute voisine île-sœur nous interpelle et peut servir d'exemple concernant notamment les dernières élections législatives et présidentielles qui ont eu lieu à Madagascar. De nombreuses plaintes et réclamations ont été déposées par les différents partis politiques qui avaient participé à ces élections, mais elles sont jusqu'à maintenant restées lettres mortes. Toutes ces plaintes concernant les abus de pouvoir, les détournements de vote et bien d'autres faits sujets à contentieux électoral ont-elles été jetées aux oubliettes ? Pour rappel, l'an dernier, un fait a fait couler beaucoup d'encre, le décaissement de 376 millions d'arrière des comptes de la CENI fait par le président de cette commission de l'époque, Atala Béatrice, une année après sa nomination en tant que ministre des Affaires étrangères. Des cas douteux de ce genre ont poussé les partis politiques à demander un audit de la CENIT.
Selon nos sources, les bailleurs de fonds ont procédé à un tel audit, mais force est de constater qu'à l'heure actuelle, aucun résultat de cet audit n'a été porté à la connaissance du public. Le parti MMM Malagas Miramieng, au cours d'une table ronde avec l'Union européenne le 6 octobre dernier, a demandé un audit de la CENIT qui portera notamment sur les pratiques préélectorales, électorales et post-électorales, l'utilisation des fonds et matériels ainsi que sur la conduite des agents et membres de la CENIT, dont la présidente qui a quitté son poste pour devenir ministre. Le cas des Comores est une leçon à suivre. Personne n'est au-dessus de la loi. Cela exige une volonté politique sans faille qui inclut notamment l'indépendance de la justice une fois épurée. C'est le chemin qui mène vers l'état de droit. Un culte écuménique a eu lieu ce jour à Soumaman, culte où toutes les églises ont pris part tout en réitérant les revendications de la population locale, le départ de la société chinoise et la libération immédiate des militants emprisonnés. Reportage de Zoura Koutenjin. La population de Soumaman ne cède pas face aux volte-face de la société chinoise Jiangxing Mines, travaillant à Soumaman, et le manque de prise de responsabilité des dirigeants. Elle a organisé un culte écuménique pour resserrer les rangs des militants tout en défendant les revendications. Les forêts de tapis et les sources d'eau sont détruites. Pour ces raisons, nous demandons aux dirigeants de respecter tous les échelons à partir de la base tout en favorisant le dialogue avant la délivrance d'un permis d'exploitation, l'arrêt de toute exploitation minière ainsi que l'annulation du permis d'exploitation. Nous demandons également la réactualisation du code minier pour l'intérêt de la population malgache. Les forces de l'ordre ne doivent pas se positionner en tant que force de répression pour éviter que le sang ne soit versé sans raison. D'après un représentant de l'Église catholique, l'exploitation minière doit se faire au profit de la majorité des Malgaches. Si le code minier n'est toujours pas réactualisé, il faut suspendre toute exploitation, a-t-il indiqué. Je lance un appel à l'endroit des ministres et de ses émissaires, même si on a déjà envoyé une lettre à l'endroit du président de la République, du Premier ministre, ainsi que le ministre responsable, qu'il n'y a eu aucune réponse jusqu'à maintenant. L'on se demande si le président est devenu muet ou si les différents responsables sont devenus aveugles à tel point qu'ils ne voient pas ce qui se passe réellement ici et qui fait sortir la population de ces camps. Pourquoi sont-ils ainsi? Il n'y aura d'apaisement social qu'après l'arrêt définitif de l'exploitation. Pourquoi ils traînent des pieds pour prendre les décisions adéquates face à ce genre de situation? Outre l'exploitation minière de Soumaman, les hommes d'église préconisent également la suspension de toute exploitation minière dans les autres régions avant que le code minier ne soit effectif. Pour le cas particulier de Soumaman, la société chinoise s'est juste retirée pour tenter d'abaisser les tensions. Tôt ou tard, elle compte revenir à la charge puisqu'elle croit avoir des droits sur ce périmètre minier suite à l'obtention du permis d'exploitation. Suite au communiqué du CEFAFI intitulé « À quoi servent nos lois ?», Maître Willy Razafnzatouv, dit Olala, rappelle que les lois s'appliquent à tout le monde de façon égalitaire. Nul n'est au-dessus de la loi, qui qu'il soit, quel que soit le poste qu'il occupe. Reportage de Michael Ramarlay. Dans son dernier communiqué intitulé « À quoi servent nos lois ?», le CEFAFI a posé comme principale question « Mais quel est l'intérêt de légiférer si, aux quatre coins du pays, s'impose l'évidence que les lois sont transgressées, contournées par les citoyens, mais également par l'administration de la base au sommet de l'État ?» Cet observatoire a aussi demandé pourquoi proposer et voter des lois si leurs règles sont bafouées par l'exécutif et le législatif eux-mêmes. Il a pris comme exemple la déclaration de patrimoine obligatoire des tenants du pouvoir. À la date du 14 septembre 2016, 106 députés sur 155, 52 sénateurs sur 63, 12 ministres sur les 32 du gouvernement Mahafal ont déposé leur déclaration de patrimoine, alors que, selon l'article 41 de la Constitution, ils doivent adresser à la HCC une déclaration de leur situation patrimoniale préalablement à leur entrée en fonction. Les contrevenants sont passibles d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 10 à 40 millions d'ariars, 2 mois après un rappel par voie extrajudiciaire. Rappelons que les députés ont pris leurs fonctions en février 2014, les sénateurs en février 2016 et les ministres en avril 2016. 49 députés, 11 sénateurs et 20 ministres devraient donc être sanctionnés.
Or, en dépit des dispositions claires de la Constitution, les sanctions prévues ne sont pas appliquées. Mais qui osera le faire? Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. D'après Maître Willy Razaf Nzatouv, la loi doit s'appliquer à tout le monde sans forme de distinction. Tout le monde doit être soumis aux mêmes lois. Je dis bien tout le monde, sans distinction, qu'il soit président, président d'institution, député, juge, directeur général, vendeur de bouteilles ou mendiant. Tout texte, toute loi existant dans un pays doit être appliquée à tout le monde. Pourquoi ne pas les appliquer? Toujours d'après les explications de Maître Willy Razaf Nzatouv, les dirigeants doivent montrer l'exemple de l'application effective des lois. Les dirigeants sont devenus un problème pour le pays puisqu'ils n'appliquent pas les lois qui ne leur sont pas avantageuses. Pourquoi ferme-t-on les yeux sur ces cas? La HCC, qui se dit avoir les pleins pouvoirs, a préconisé le pacte de responsabilité. Pourquoi ne pas appliquer cette décision? Or, l'État est le premier responsable dans l'application des lois. On constate qu'il y a certaines catégories de gens qui sont au-dessus des lois. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'état de droit. Tout le monde fait ce qu'il veut, même le citoyen lambda, puisque ce sont les dirigeants eux-mêmes qui apprennent aux citoyens à ne pas respecter les lois. Pour rappel, le CEFAFI a affirmé que de l'élaboration à leur application, les textes trahissent l'absence d'intériorisation du sens de la loi et le manque de volonté démocratique. L'accès à la connaissance juridique est limité par le fort pourcentage d'illettrés, le manque de vulgarisation des textes de loi et le faible tirage du journal officiel. Or, le peuple doit pouvoir s'approprier les lois adoptées en son nom pour une réelle effectivité du droit et pour la mise en œuvre d'une vision structurante de la vie en société. L'État devrait s'y employer en priorité. Sur un tout autre sujet, les ossements des morts seraient transformés en diamants de synthèse. C'est la version actuellement véhiculée par les réseaux sociaux pour expliquer la profanation des tombes et les vols d'ossements. Ce diamant de synthèse se négocierait aussi cher qu'un diamant naturel sur le marché international. C'est ce qui expliquerait la recrudescence des vols à Madagascar. Suivons le reportage de Oun Nassain. Les vols d'ossements des morts remontent à plusieurs décennies à Madagascar. Jusqu'à maintenant, on n'arrive ni à remonter la filière ni à déterminer leur utilisation finale. Au niveau de la gendarmerie, on ignore toujours la destination de ces ossements. Les enquêtes s'arrêtent au niveau de l'arrestation des voleurs et ne remontent pas plus loin. Nous nous basons sur des hypothèses en fonction de ce que nous constatons sur le terrain. On entend dire qu'ils vendent les ossements humains pour en faire des produits cosmétiques, des plâtres. Jusqu'à maintenant, personne n'a pu mettre le grappin dessus, par exemple sur un navire ou dans un avion, mais uniquement sur les routes nationales, dans des voitures. En tout cas, c'est ce que nous constatons. Selon les investigations que nous avons menées et que corroborent certains scientifiques, il est possible de transformer les ossements en diamants de synthèse qui ressemblent à un diamant naturel. Un diamant fabriqué à partir des ossements d'un mort se négocierait 10 600 €. L'Espagne, la Russie et les États-Unis sont réputés disposer d'entreprises spécialisées dans cette activité. Dans certains pays développés, les proches tels que les parents ou les époux seraient ainsi transformés en diamants de synthèse. Il n'est pas difficile de transformer des ossements en diamants de synthèse, selon un spécialiste que nous avons interrogé. Le processus est facile puisqu'il suffit de brûler à forte température les ossements. On ajoute ensuite du carbone, comme le processus d'obtention de diamants naturels. Il faut que la pression et la température soient les mêmes que ce qui se passe à 150 km sous terre. Il suffit juste après de donner forme pour obtenir un diamant de synthèse. La transformation des ossements en diamants de synthèse coûte très cher à l'étranger. À Madagascar, c'est un véritable sacrilège qui bafoue l'identité culturelle des Malgaches. Mais cela n'empêche pas les vols de prendre chaque jour de l'ampleur. À la fin de la semaine écoulée, 3 sacs d'ossements ont été découverts dans la commune d'Ilafi. Dans son allocution à Diego Suarez en fin de semaine, à l'occasion de la célébration de la 40e anniversaire du parti Arema, Didier Ratir a lancé un pavé dans la mare. Il a demandé à Interpol d'ouvrir une enquête sur le bateau Mercy Ships qu'il pointe du doigt d'avoir remporté près de 21 tonnes d'or malgache. Il demande également aux dirigeants pourquoi ceux-ci ne voient pas ce trafic.
Sur le plan international, cela fait maintenant une semaine que l'ouragan Matthew a ravagé Haïti et de nombreuses victimes n'ont toujours pas reçu d'aide. Elles n'ont pas de quoi se nourrir, elles n'ont plus de maison et boivent une eau souillée. L'épidémie de choléra guette dans la ville de Jérémie, l'une des villes les plus sinistrées de l'île. Reportage de France 24. Jérémie a les allures d'une ville en guerre. Ici, beaucoup de constructions n'ont pas résisté à l'ouragan. Des églises, des écoles et même des hôpitaux. Nous sommes dans le centre de traitement des malades du choléra, une bâtisse de fortune. À l'intérieur, nous sommes témoins d'une scène terrifiante. Ces enfants, parfois des nourrissons, sont en état d'épuisement. Jean Gaspard est à bout de force. Il n'a que 4 ans. En général, il donne des signes de déshydratation. Et là, on voit bien que cet enfant est totalement déshydraté. Lui, il est même dans le 3e stade puisqu'il a les yeux enfoncés. Si la maladie ne cesse de gagner du terrain, c'est parce que beaucoup ne respectent pas les règles élémentaires d'hygiène. Un phénomène encore plus prononcé lorsque les eaux ont été charriées dans ces rues où les détritus s'amoncellent. Alors, après chaque catastrophe, les eaux sales deviennent un véritable poison. Est-ce que c'est une bonne eau? Non, ce n'est pas une bonne eau à boire. C'est une bonne eau où vous pouvez laver les lessives, faire les lessives. Mais ce n'est pas pour boire. Un discours loin de la réalité. Cette petite fille, par exemple, ne prend aucune précaution et le choléra tue. Un nouveau cas vient d'arriver au dispensaire. Elle s'appelle Sarah et présente les premiers symptômes. Lorsqu'on lui donne de l'eau à boire, elle vomit. Elle ne garde plus rien. Je suis très inquiète. Sarah n'a pas encore 2 ans et c'est en faisant une chute au sol qu'elle a ingéré de l'eau souillée. Quand il y a autant de pluie, ça lessive les sols, ça charrie les déchets et même quand on leur dit « ne faites pas vos besoins n'importe où, par terre, dans les rivières », eh bien ils le font quand même. Nous sommes ici dans l'un des hôpitaux qui est censé être les mieux équipés d'Haïti, mais vous le voyez, certains bâtiments sont en état de délabrement total. C'est comme cela que toute l'année, les médecins d'Haïti travaillent. Depuis la tempête, les conditions de soins et de traitement n'ont fait qu'empirer. En Caroline du Nord, ce sont les inondations qui préoccupent les autorités suite au passage de l'ouragan Matthew. Plusieurs centaines de personnes ont dû être évacuées par bateau ou par hélicoptère. Un reportage de France 24. Une ville totalement ravagée par les eaux. Lumberton est l'une des plus touchées par l'ouragan Matthew. Ici, impossible de se déplacer sans l'aide des secours. Une digue aurait cédé peu après le passage de l'ouragan, laissant l'eau inonder peu à peu toute la ville. À l'heure où je vous parle, nous sommes toujours en train de sauver des habitants. Et la situation est vraiment très difficile à Lumberton. Nous ne savons pas s'il y a vraiment eu une brèche, mais une grande quantité d'eau passe à travers les barrages. Et à peu près 2000 personnes ont besoin d'aide. Dans les villes voisines de Lumberton, la situation est presque similaire. Quelques habitants parviennent à utiliser tant bien que mal leurs véhicules et aident à évacuer la population. Avant de partir, certains essaient de récupérer quelques affaires épargnées par les eaux, sans succès pour cette famille. Il ne me reste plus rien. Vraiment plus rien. Je dois tout mettre à la poubelle. J'ai juste envie d'aller vivre ailleurs. C'est ridicule, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux vraiment pas. Le ciel s'est depuis éclairci en Caroline du Nord, mais les rivières en crue continuent de menacer l'État. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'essentiel. 3 membres de la Commission électorale nationale indépendante des Comores ainsi que le président de cette commission sont en détention préventive. Un culte écuménique a eu lieu ce jour à Soumaman, culte où toutes les églises ont pris part, tout en réitérant les revendications de la population locale. Et enfin, cela fait maintenant une semaine que l'ouragan Matthew a ravagé Haïti et de nombreuses victimes n'ont toujours pas reçu d'aide. Voilà, c'est sur ce que se referme ce journal télévisé. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV. Au revoir.
Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.